Je me suis réveillée avec une odeur âcre dans les narines. Une odeur métallique, amère, comme celle de la crème à raser bon marché de mon père, mélangée à quelque chose de brûlé. Ma tête était lourde, pâteuse, un résidu du sommeil, ou d'autre chose. La tisane, calmante, de la veille avait laissé un brouillard chimique dans mon cerveau. J'ai cligné des yeux, la chambre de mon enfance à Nantes était floue. La lumière de l'aube filtrait à peine. Mais ce n'est pas la lumière qui m'a alerté. C'était le froid. Un courant d'air inhabituel sur mon cou, sur mes oreilles, un froid que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai bougé la main pour écarter mes cheveux de mon visage, un geste habituel, instinctif, le geste que je faisais chaque matin de ma vie. Mes doigts n'ont rencontré que le vide. Et puis, une sensation étrange, écœurante. Ma tête d'oreiller, celle en soie que j'emporte partout pour protéger ma longue chevelure, semblait glissante d'une manière horrible, presque visqueuse. Le froid est devenu plus vif. Mon cœur a commencé à battre, un tambour lourd et sourd dans ma poitrine. Non. Ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. J'ai porté la main à mon crâne. Au lieu de la douceur épaisse de mes cheveux châtains, longs jusqu'à la taille, mon armure, ma seule fierté, mes doigts ont touché, du duvet. Des picotements. Une peau nue et vulnérable. J'ai arraché la couverture. Le mouvement m'a donné le vertige. J'ai titubé jusqu'au grand miroir de l'armoire, celui devant lequel j'avais passé des heures à brosser cette chevelure. Cette chevelure était plus qu'une simple chevelure. Dans cette famille, c'était ma seule victoire silencieuse. Clarisse, ma sœur aînée, avait tout, l'esprit, la grâce, l'attention de mes parents, leur argent. Moi, j'avais mes cheveux. C'était la seule chose que je possédais qu'elle n'avait pas, la seule chose qui était indéniablement à moi, la seule chose qu'elle m'enviait secrètement. Le miroir ne m'a pas menti. Il m'a renvoyé une image d'une cruauté absolue. La femme qui me regardait n'était pas moi. C'était une étrangère, une victime, un monstre. Ma tête n'était pas seulement coupée. Elle était rasée. Tendue. Ma peau blanche et laiteuse était exposée, marbrée de rouge, avec de minuscules coupures ici et là. Ils n'avaient même pas été doués. Ils avaient été brutaux. Un cri est monté dans ma gorge, mais il est mort avant d'atteindre mes lèvres, un son étranglé de pure horreur. La personne dans le miroir avait l'air si faible, si vaincue. C'est là que je les ai vus. Sur la commode. La vieille tondeuse électrique de Didier, mon père, encore couverte de mes cheveux coupés, sombres et collants. À côté, les ciseaux de bricolage de Martine, ma mère, qu'elle utilisait pour découper des coupons de réduction. Et entre les deux, comme une insulte finale, un post-it jaune. Je l'ai attrapé, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine lire. L'écriture ronde et contrôlée de ma mère. 2 mots et une signature. C'est juste. Concentre-toi sur ton discours pour Clarisse. Maman. C'est juste. La justice. C'était donc ça, la justice de ma mère. J'ai regardé les mèches sombres et collantes sur la tondeuse. J'ai regardé l'étrangère chauve dans le miroir. Une partie de moi est morte cette nuit-là, droguée et tondue dans mon propre lit, par mes propres parents. La veille du mariage de ma sœur. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un rappel. 13 heures, déjeuner de répétition, château de Saumur. J'ai failli vomir. Il s'attendait à ce que j'y aille. Il s'attendait à ce que je me présente comme ça, comme un animal tondu, comme un bouffon, pour célébrer leur fille parfaite. C'est une histoire de trahison familiale, de jalousie et de ce qui arrive quand on pousse quelqu'un trop loin, trop souvent. Avant de plonger dans ce qui s'est passé ensuite, dans l'horrible confrontation et la vengeance que j'ai planifiée, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fou de penser que mon histoire traverse le monde. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand je suis sortie de cette chambre. Je suis restée là, devant le miroir, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. La colère n'était pas encore venue. La tristesse non plus. Il n'y avait que le froid, et une honte si profonde, si paralysante, qu'elle me clouait sur place. Ma première pensée n'a pas été la vengeance. Ma première pensée a été,
je ne peux laisser personne me voir. Mon humiliation était leur but. Je ne devais pas leur donner cette satisfaction. Je me suis souvenu d'un vieux bonnet en laine que je portais au collège, caché au fond de l'armoire. Je l'ai trouvé, il sentait la poussière et le passé. Je l'ai enfoncé sur mon crâne nu, tirant le bord le plus bas possible sur mes sourcils. Il grattait. C'était humiliant. Mais c'était une couverture. Une armure bien pauvre pour remplacer celle qu'il m'avait arrachée. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Le silence de la grande maison bourgeoise de Nantes était pesant. Je pouvais sentir l'odeur du café filtré des croissants chauds, un arôme qui, jusqu'à ce matin, signifiait « maison, dimanche ». Maintenant, il me donnait la nausée. J'ai descendu les escaliers, chaque marche grinçait, annonçant mon arrivée, l'arrivée de la bête curieuse. Ils étaient dans la cuisine, comme si de rien n'était. Comme si c'était un matin ordinaire. Comme s'ils ne venaient pas de commettre un acte de barbarie. Didier, mon père, était assis à la table, lisant son journal, Ouest France. Martine, ma mère, me tournait le dos, préparant du café, sa silhouette raide dans son peignoir de soie. Didier n'a pas levé les yeux. Mange quelque chose. Il faut qu'on soit à Saumur avant midi pour le déjeuner, Clarisse nous attend. Sa voix détachée, ordinaire, a été la première fissure dans mon armure de honte. J'ai attendu. Je ne bougeais pas. Je restais sur le seuil. Le silence s'est étiré. Finalement, Martine s'est retournée, une tasse à la main. Elle m'a vu, avec le bonnet. Son visage, habituellement si contrôlé, s'est durci. Adeline. Enlève ce bonnet ridicule. N'aggrave pas ton cas. Ne commence pas à faire une scène. Faire une scène. C'est moi qui faisais une scène. Pas eux. Moi. Lentement, très lentement, mes doigts tremblants ont saisi le bord en laine. Je l'ai retiré. Le silence qui a suivi était assourdissant. Martine m'a regardé, sans expression, et a siroté son café. C'est Didier qui a réagi le premier. Il a lentement abaissé son journal. Il m'a regardé de la tête aux pieds. Pas de choc. Pas de culpabilité. Pas de regret. Il y avait un petit sourire en coin. Un rictus de satisfaction. Puis il a parlé. Les mots qui resteront gravés en moi pour toujours. Ah, te voilà. Maintenant, dit-il en repliant son journal, on aura peut-être enfin pitié de toi. Pitié. Ce n'était pas pour me rendre moins jolie. C'était pour me briser. Pour me réduire à quelque chose qui suscitait la pitié, pas l'admiration, pas l'envie, pas même le respect. Pour que personne ne puisse jamais me regarder et penser autre chose que « pauvre fille ». C'était un calcul. Une exécution sociale. J'ai tourné la tête vers ma mère. Elle attendait ma réaction. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pourquoi ? Ma voix était un murmure rauque. Martine a haussé les épaules, un geste d'impatience. Je te l'ai écrit. C'est juste. Juste, j'ai répété, le mot avait un goût de cendre. Clarisse était en larmes hier soir, dit-elle en posant sa tasse. Son ton était celui d'une personne raisonnable expliquant l'évidence. Elle stresse pour ce mariage depuis 1 an. Elle n'arrêtait pas de dire que tu allais venir avec tes cheveux, ta robe, et que tu allais tout gâcher, que tu allais attirer toute l'attention. Elle avait peur que tu sois plus belle qu'elle. J'ai simplement équilibré les choses. C'est le jour de ta sœur. Laisse-la briller. Équilibrer les choses. J'ai regardé ces 2 personnes. Mon père qui parlait de pitié, ma mère qui parlait de justice. Ils n'avaient pas seulement volé mes cheveux. Ils avaient volé ma dignité, mon identité, et ils buvaient leur café tranquillement, comme s'ils venaient de tailler une haie trop haute. J'ai commencé, mais que pouvais-je dire ? Vous m'avez tondu. Oh, ne sois pas si mélodramatique, Adeline, a dit Didier en se levant et en portant sa tasse à l'évier. Ça repousse. Maintenant, va te préparer. Nous devons y aller. Ils se sont détournés de moi. L'interrogatoire était terminé. Le jugement avait été rendu. J'étais condamnée à être laide. J'étais condamnée à avoir pitié de moi. Je suis restée là,
chauve, dans la cuisine qui sentait le café et la trahison, et pour la première fois de ma vie, la honte a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Quelque chose de froid, de dur et de très, très pointu. Il pensait m'avoir brisé. Il ne savait pas ce qu'il venait de déclencher. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était que la plus cruelle, la plus visible. Pour comprendre à quel point cet acte était calculé, vous devez comprendre ma famille. Ma sœur, Clarisse, est l'aînée de 3 ans. Elle est Clarisse. C'est l'artiste de la famille. Elle est sensible. Elle est spéciale. Quand nous étions enfants, si elle avait une mauvaise note, c'est parce que le professeur était injuste et ne comprenait pas son génie créatif. Si j'avais une bonne note, c'est parce que j'étais une bête de travail, sans imagination et que j'avais de la chance. Nos parents, Didier et Martine, ont investi chaque centime et chaque seconde d'attention en elle. Des leçons de piano, des cours d'art à Paris, un appartement financé à Nantes pour qu'elle puisse être conservatrice dans une petite galerie d'art. J'ai découvert bien plus tard que la galerie elle-même était une façade, louée et financée secrètement par mes parents pour donner un semblant de carrière à leur fille parfaite. Et moi? J'étais Adeline. La fiable. La pragmatique. Celle qui devait comprendre. Celle qui devait payer ses propres études, trouver son propre appartement, et surtout, ne pas faire de vagues. Je me souviens, j'avais 12 ans. J'avais passé des mois sur un projet pour le concours scientifique de l'école. J'avais construit un petit robot solaire fonctionnel. J'avais travaillé dessus dans la cave, seule, parce que ça dérangeait Clarisse. J'ai gagné le premier prix départemental. J'étais tellement fière. La cérémonie de remise des prix avait lieu un vendredi soir. Ce même vendredi, Clarisse, qui avait 15 ans, a été rejetée par le capitaine de l'équipe de football dont elle était amoureuse. Elle est rentrée en sanglotant, une performance digne de la comédie française. Martine m'a pris à part, son visage une masque de fausse compassion. Adeline, je sais que tu es excitée pour ton prix, mais Clarisse est en pleine crise. Elle est si sensible. Je pense que ce serait mieux si tu restais à la maison ce soir. Nous ne voulons pas lui donner l'impression de parader avec ta victoire alors qu'elle souffre, n'est-ce pas? Ce serait égoïste. Égoïste. J'ai donc ravalé ma fierté. Je ne suis pas allée à la cérémonie. J'ai passé la soirée dans ma chambre, écoutant ma mère consoler ma sœur à travers la porte, lui disant à quel point elle était spéciale et que ce garçon était un idiot qui ne la méritait pas. Mon robot est resté sur mon bureau. La semaine suivante, Clarisse l'a accidentellement fait tomber et il s'est brisé. C'était ça, ma vie. J'ai donc fait ce que les enfants fiables font, je suis partie. Je suis allée à Angers, à 1h30 de train. Assez loin pour avoir la paix, assez proche pour les obligations familiales. Je suis devenue pharmacienne. Un métier stable, utile. Je travaillais souvent de nuit, dans le calme aseptisé de l'officine. C'était tout ce que ma famille méprisait, ordinaire, utile et sans éclat. Et maintenant, le mariage. Le mariage de Clarisse, financé à grands frais par mes parents. Un château près de Saumur, des centaines d'invités. J'avais dit oui, bien sûr. Parce que je suis là, fiable. Et puis, il y a eu la nuit dernière. L'acte de la tisane. J'ai repensé à la scène, maintenant avec une clarté horrifiante. J'étais stressée, oui. J'avais passé des semaines à écrire un discours pour Clarisse. Un discours honnête. Je parlais de nos souvenirs d'enfance, des moments où, malgré tout, nous avions ri. Je voulais lui montrer que, malgré leur favoritisme, je l'aimais. Il y a 2 jours, je l'ai montré à Martine. Elle a froncé les sourcils. C'est beaucoup trop personnel, Adeline. On dirait que ça parle plus de toi que d'elle. C'est gênant. Le lendemain matin, mon discours avait disparu de la table. Martine m'en a tendu un autre. 2 paragraphes de platitudes écrites sur du papier cartonné, parlant de la princesse Clarisse et de son prince Romain. Tiens, c'est mieux. C'est plus simple. Donc oui, j'étais tendue. Et quand Martine est entrée dans ma chambre hier soir avec une tasse fumante? Une petite tisane calmante spéciale, ma chérie.
De la valériane et de la passiflore, un mélange très puissant. Ça t'aidera à dormir. Tu sembles si fatigué. J'ai bu. Je l'ai bu en entier. Je l'ai même remercié. Je me suis sentie somnolente en quelques minutes, un sommeil lourd, chimique. Le sommeil d'une victime. Je suis retournée dans ma chambre, le bonnet toujours vissé sur ma tête. J'ai attrapé mon téléphone. Le premier appel, c'était à Yasmine, ma seule amie à Angers. Yasmine, ma voix s'est brisée. Ils l'ont fait. Ils m'ont tondu. Il y a eu un silence. Puis, j'arrive. Je prends le premier train. Celui de 8h15. Je serai à Nantes avant 9h30. Ne bouge pas. Ne fais rien. J'arrive. Maintenant, je veux vous poser une question. Si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, sachant tout cela, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous parti en courant? Auriez-vous crié? Dites-moi dans les commentaires ce que votre première réaction aurait été face à une telle trahison. Pendant que j'attendais Yasmine, dans cette chambre qui était devenue une cellule, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma ligne directe, mon portable. Je l'ai regardé. Tante Solange. L'estomac noué, j'ai décroché. Tante Solange était la sœur de Martine, sa confidente, sa complice dans la gestion de l'image, parfaite, de la famille. Adeline? Adeline, c'est Solange. Ta mère vient de m'appeler, elle est en larmes. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qui te prend de faire une crise pareille la veille du mariage de ta sœur? Sa voix était stridente, accusatrice. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il n'avait pas perdu de temps. Le récit était déjà écrit, et j'étais la méchante. Tante Solange, tu ne comprends pas. Ils m'ont. Ils t'ont rien du tout, m'a-t-elle coupé. Sa voix était venimeuse. Ta mère m'a tout dit. Tu as fait une crise d'hystérie parce que tu n'aimais pas ta coiffure et tu as tout coupé toi-même dans un accès de rage pour attirer l'attention. Et maintenant tu accuses tes parents? Adeline, j'ai toujours su que tu étais jalouse de Clarisse, mais ça, c'est bas. C'est cruel. Tu es en train de gâcher le plus beau jour de ta sœur. Tu devrais avoir honte. J'ai raccroché. Je n'ai même pas répondu. Je me suis assise sur le lit de mon enfance, le téléphone glissant de mes doigts. Jalouse. C'était donc ça le récit. J'étais l'hystérique. La jalouse. Celle qui s'était automutilée pour gâcher la fête. Il n'avait pas seulement pris mes cheveux, il m'avait volé ma santé mentale aux yeux du monde. C'est à ce moment-là que Yasmine est arrivée. Elle n'a pas sonné. Elle a martelé la porte d'entrée. J'ai entendu la voix de Martine, doucement, « Jeune fille, ce n'est pas… » Puis Yasmine l'a probablement bousculée, parce que la seconde d'après, elle défonçait la porte de ma chambre. Yasmine est professeure d'histoire géo. Elle n'est pas grande, mais elle a une énergie qui pourrait alimenter une petite ville. Elle est l'amie la plus loyale que j'ai jamais eue. Elle s'est arrêtée net sur le seuil. Ses yeux se sont agrandis. Elle a regardé mon bonnet, puis mon visage pâle. Adeline, enlève-le. J'ai secoué la tête, les larmes que je retenais menaçant de couler. Je ne peux pas. C'est horrible. Enlève-le. Sa voix était douce, mais ferme. J'ai retiré le bonnet. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas crié. Son visage s'est durci. Elle a simplement hoché la tête, comme si elle confirmait un diagnostic. Les salauds. Les salauds absolus. Ils t'ont vraiment tondu. J'ai fondu en larmes. Ils ont gagné, Yas. Ils ont gagné. Je ne peux pas y aller. Je ne peux pas sortir de cette chambre. Regarde-moi. Je suis un monstre. Tante Solange vient d'appeler, elle dit que je l'ai fait moi-même, par jalousie. Yasmine s'est assise à côté de moi. Ils ne gagnent que si tu les laisses gagner. Tu pleures maintenant. Tu as 10 minutes. Après ça, on se bat. Pendant que je pleurais, elle a regardé autour d'elle. Où sont les preuves? Quoi? Les cheveux sont partout, la tondeuse est là. Non, dit-elle en scannant la pièce. Tu m'as dit, les enregistrements.
Les trucs que tu fais pour ta psy. Tu les as? Les mémos vocaux. J'ai reniflé, pointant mon ordinateur portable. J'avais cette habitude d'enregistrer des mémos vocaux après des interactions stressantes avec ma famille, pour les analyser plus tard, pour essayer de comprendre leur logique tordue. Je ne veux pas les écouter, j'ai murmuré. Je sais ce qu'ils disent. Moi non, a dit Yasmine en ouvrant l'ordinateur. Écoutons. Elle a cliqué sur un fichier datant d'il y a 3 semaines, après un essayage de robe. Ma voix, tremblante. Puis la voix de Martine, cette robe bleue est jolie, Adeline, mais n'est-elle pas un peu visible? Tu ne voudrais pas éclipser la mariée. Ce n'est pas ton jour. Un autre fichier. Il y a 2 mois. La voix de Didier. J'ai vu la photo que tu as postée de la fête de fiançailles. Tu te tenais juste à côté de Clarisse. Tu sais, les jolies filles gâchent parfois les mariages juste par leur présence. C'est une question de jalousie. Et puis, le pire. Un enregistrement que je ne me souvenais même pas d'avoir fait. C'était accidentel. Mon téléphone avait enregistré dans ma poche alors que je quittais la cuisine, il y a 2 jours, juste après l'incident du discours. J'entendais mes pas s'éloigner, puis la porte se fermer. La voix de Martine, elle est insupportable avec ce discours. Elle pense vraiment qu'elle va éclipser Clarisse. Il faut qu'on répare ça. Puis, le rire sec de Didier. Un rire sans joie, un rire de conspirateur. On va la raser pendant qu'elle dort. Les filles comme elles ont besoin qu'on leur rappelle leur place. Yasmine a arrêté l'enregistrement. Le silence dans la chambre était total, plus lourd que le béton. Ce n'est pas seulement de la jalousie, a dit Yasmine, sa voix glaciale. C'est prémédité. C'est de la cruauté pure. J'ai regardé l'écran. C'était là. La preuve. Mais la preuve de quoi? Yasmine m'a regardé, et pour la première fois, un petit sourire s'est dessiné sur son visage. C'est la preuve que nous allons utiliser pour mettre fin à cette histoire. Une bonne fois pour toutes. J'étais encore sous le choc. Mettre fin? Yas, je ne peux même pas me regarder. Je ne peux pas aller à ce mariage. Ils m'ont transformé en monstre. Je vais avoir l'air d'une folle, d'une bête de foire. Yasmine s'est levée et s'est dirigée vers l'armoire. Ils ont essayé de te transformer en victime. Ils ont essayé de te rendre invisible, ou pitoyable. On ne va pas leur donner cette satisfaction. Ils t'ont donné un rôle, Adeline. Celui de l'hystérique. Tu vas le refuser. Elle a ouvert les portes de l'armoire. Où est-elle? Où est quoi? La robe. La robe en soie bleue à 400 €. Celle que tu as achetée avec ton propre argent. Celle qu'il détestait parce qu'elle était trop visible, point. Je l'ai montrée du doigt, encore sous sa housse de protection en plastique. Bien, dit-elle. Tu vas la porter. Mais d'abord, on va régler ça. Elle a pointé ma tête. Régler quoi? Il n'y a plus rien. Tu veux qu'on achète une perruque? C'est ce qu'il voudrait, que je me cache. Une perruque? Yasmine a ri, un rire sec. Une perruque, c'est ce qu'ils attendent. Une perruque, c'est se cacher. Une perruque, c'est dire « vous avez gagné ». Non, Adeline. On ne va pas se cacher. On va posséder cet acte. Ils ont voulu faire de ça une punition, on va en faire une déclaration. Elle a fouillé dans son propre sac à main. Yasmine n'est pas une maquilleuse professionnelle, c'est une prof d'histoire. Mais elle avait son kit d'urgence. J'ai un rouge à lèvres rouge que je garde pour les conseils de classe difficiles, un eyeliner noir, c'est à peu près tout. Yas, je ne peux pas. Je vais avoir l'air, je ne sais pas, agressive. Je vais avoir l'air d'une folle, comme tante Solange l'a dit. Tu vas avoir l'air de quoi? D'une femme qui refuse d'être brisée? D'une femme qui prend le contrôle? Elle m'a attrapée par les épaules et m'a assise de force devant le miroir. Ils t'ont pris tes cheveux. Mais ils n'ont pas pris ton visage. Ils n'ont pas pris tes yeux. On va leur montrer ce qu'ils ont fait. Et elle s'est mise au travail. Ce n'était pas un maquillage de mariage. C'était une armure.
Elle a utilisé l'eyeliner noir avec une main étonnamment sûre, me faisant des yeux charbonneux, intenses, presque féroces. Ils veulent que tu baisses les yeux? Tu vas les regarder droit dans les yeux jusqu'à ce qu'ils craquent. Puis, le rouge à lèvres. Le « rouge d'urgence », l'appelait-elle. C'était un rouge vif, presque agressif. Ils veulent que tu te taises? Ta bouche sera la seule chose qu'ils verront. J'ai regardé mon reflet changer. La pâleur de la victime s'est estompée, remplacée par les lignes dures et définies d'une guerrière. Le crâne rasé, autrefois symbole de mon humiliation, devenait une déclaration. Une toile de fond radicale pour ce visage que je ne reconnaissais plus. Ce n'était pas joli. C'était puissant. Maintenant, la robe, a dit Yasmine. Je me suis levée et j'ai enfilé la robe en soie bleue. Le tissu frais a glissé sur ma peau. C'était une robe magnifique, avec un décolleté simple et une coupe qui mettait en valeur ma silhouette. Une dernière chose, dit Yasmine. Elle a fouillé dans ma boîte à bijoux. Elle en a sorti une paire de grandes boucles d'oreilles pendant en argent, que j'avais achetées lors d'un voyage à l'étranger mais que je n'avais jamais osé porter. Trop visible, aurait dit Martine. Mais je les ai mises. Le métal froid contre mon cou nu. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me faisait face n'était pas Adeline, la pharmacienne discrète. Ce n'était pas la victime pitoyable que Didier voulait. C'était quelqu'un d'autre. Une étrangère. Puissante. Terrifiante. Mon Dieu, j'ai murmuré. Exactement, a dit Yasmine, en mettant mon téléphone et un petit chargeur dans son sac. Elle a vérifié que les fichiers audio y étaient. Maintenant, on y va. Où? À Saumur, bien sûr. Au déjeuner de répétition. Il était 11 heures. Le trajet de Nantes à Saumur prenait environ 1h30. Le déjeuner était à 13 heures. Nous serions parfaitement à l'heure. Je ne peux pas, j'ai dit, une dernière vague de peur me submergeant. Yasmine m'a regardé dans le miroir. Si, tu peux. Ils ont voulu te faire disparaître, Adeline. Au lieu de ça, ils t'ont rendu absolument impossible à ignorer. C'est leur erreur. Pas la tienne. Maintenant, allons au mariage. Les 90 minutes de route de Nantes à Saumur ont été les plus longues de ma vie. Yasmine conduisait ma vieille Clio, ses doigts serrés sur le volant. Elle avait mis de la musique, du rock français des années 80, fort, comme pour combler le silence. Je n'ai pas dit un mot. J'étais en état de choc, une sorte de calme étrange avant la tempête. Je regardais le paysage de la vallée de la Loire défiler, les vignobles, les jolis villages de tuffeau. Un décor de carte postale pour un acte barbare. Dans ma main, je serrais mon téléphone. Il était chargé à 100%. Les fichiers d'audio étaient prêts. Je n'arrêtais pas de penser à la réaction de Clarisse. Allait-elle pleurer? Allait-elle me défendre? Une petite partie de moi, la partie stupide et optimiste qui avait survécu à 20 ans d'abus, espérait encore qu'elle ne soit pas au courant. Qu'elle soit horrifiée par ce que nos parents avaient fait. Cette petite lueur d'espoir était sur le point d'être brutalement éteinte. Nous sommes arrivés au château. C'était magnifique, bien sûr. Une bâtisse imposante en pierre blanche, entourée de jardins parfaitement entretenus. Des voitures de luxe étaient garées en randonnion. Des Mercedes, des BMW, des Audi. Mes parents n'avaient reculé devant aucune dépense pour leur fille préférée. Le contraste entre cette opulence et la violence de l'acte qu'ils avaient commis m'a donné la nausée. Nous avons marché sur le gravier, le son de nos pas semblait assourdissant. Yasmine marchait à côté de moi, comme un garde du corps. J'ai vu le panneau, déjeuner de répétition, jardin d'hiver. Nous sommes entrés. Le bruit s'est arrêté en premier. C'était un brouhaha joyeux, des rires, le tintement des verres de crément de Loire. Puis, le silence. Total. Le violoniste qui jouait dans un coin s'est arrêté au milieu d'une note. 300 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai vu des visages que je connaissais depuis toujours. Des oncles, des tantes, des amis de la famille. Leurs bouches étaient ouvertes. Leurs verres étaient suspendus à mi-chemin de leurs lèvres. J'ai vu la pitié que mon père désirait tant. J'ai vu le dégoût.
J'ai vu la confusion. Et puis je les ai vus. Ma famille. Didier, mon père, était rouge de fureur. Il m'a pointé du doigt, comme s'il allait appeler la sécurité. Martine, ma mère, était d'une pâleur cadavérique. Sa main était serrée sur son collier de perles. Et Clarisse, ma sœur. Elle était magnifique dans une robe blanche d'été, riant avec le père de son futur marié. Quand elle m'a vue, son rire s'est figé. Elle n'a pas eu l'air choquée. Elle n'a pas eu l'air horrifiée. Elle n'a pas pleuré pour moi. Son visage s'est déformé par une rage pure. Elle a lâché son verre de champagne, qui s'est écrasé sur les dalles. Adeline, a-t-elle crié à travers le jardin silencieux. Qu'est-ce que tu fous? Tu essaies de gâcher mon mariage? La voilà, la confirmation. Elle était au courant. Elle faisait partie du complot. C'était peut-être même son idée. Tu n'as pas honte, a-t-elle continué, s'avançant vers moi. De te montrer comme ça? Tu es répugnante. Répugnante. Le mot a résonné. Martine s'est précipitée vers moi, son visage un masque de fureur contrôlée. Adeline, tu fais peur à tout le monde. Va-t'en. Va te changer. Tu gâches tout. Didier s'est adressé aux invités, d'une voix faussement joviale. Désolé pour ça. Ma fille cadette, toujours à la recherche d'attention. Elle est un peu, instable. Instable. Répugnante. À la recherche d'attention. Les mots qu'ils avaient préparés. Le coordinateur du mariage, un homme nerveux avec un clipboard, s'est approché de l'estrade, essayant désespérément de reprendre le contrôle. Mesdames et messieurs. Il est temps pour le discours de la sœur de la mariée, Adeline. Tous les yeux se sont tournés vers moi. C'était le moment. Martine m'a fusillé du regard, tout en me tendant une feuille de papier pliée en 4. Le script. Le discours bidon qu'elle avait écrit. Je me suis dirigée vers le micro. Yasmine s'est positionnée sur le côté, son téléphone levé, enregistrant discrètement. Je suis montée sur l'estrade. J'ai regardé la foule. J'ai regardé Clarisse, qui me regardait avec haine. J'ai regardé mes parents, qui me regardaient avec mépris. Clarisse a même esquissé un sourire suffisant, pensant que j'allais lire les platitudes de ma mère, que j'allais m'humilier une dernière fois avant de partir. J'ai pris la feuille de papier que Martine m'avait donnée. Je l'ai regardée. Puis j'ai levé les yeux vers la foule. Et lentement, délibérément, je l'ai laissé tomber au sol. Le sourire de Clarisse s'est évanoui. Le visage de Martine est devenu gris. Bonjour à tous, j'ai dit dans le micro. Ma voix était étonnamment stable. Je suis Adeline. La sœur. Celle qui est instable, point. Aujourd'hui, j'ai continué, ma voix résonnant dans le silence absolu du jardin, je ne vais pas vous parler de sororité. Je ne vais pas vous lire le discours que ma mère a écrit pour moi, plein de mensonges sur une enfance parfaite. Je veux vous parler de la vérité. Un murmure a parcouru la foule. J'ai vu la famille de Romain, le marié, se pencher en avant, leur visage soudainement grave. Je veux vous parler de ce qui se passe derrière les photos de famille parfaite. Je veux vous parler de ce que c'est que d'être l'autre fille. Celle qui doit être fiable, pour que l'autre puisse être spéciale. Celle qui doit être silencieuse, pour que l'autre puisse briller. Clarisse a fait un pas en avant, le visage rouge de colère. Tais-toi, Adeline. C'est mon mariage. Tu n'as pas le droit. Exactement, j'ai répondu, ma voix s'élevant pour la première fois. C'est ton mariage. Tellement ton mariage que j'ai été considérée comme une menace. Une distraction. Tellement ton mariage que nos parents ont décidé que je ne devais pas être trop jolie. Tellement ton mariage qu'ils ont décidé de me réparer, point. Les invités se regardaient, confus, choqués. Vous me regardez tous, j'ai dit en passant la main sur mon crâne rasé. Le geste était théâtral, je le savais, et c'était exactement ce qu'il fallait. Je vois votre choc. Votre dégoût. Votre pitié. Vous vous demandez ce qui a pu m'arriver. Une maladie? Un accident? Non. C'est un acte de justice, point. J'ai craché le mot. Didier s'est levé d'un bond,
sa chaise raclant bruyamment sur la pierre. Adeline. Assez. Tu te couvres de ridicule. Sécurité. Non, papa. Je me couvre de vérité. Hier soir, dans ma chambre, alors que je dormais, mes propres parents, Didier et Martine, m'ont drogué avec une tisane calmante. Des hoquets. J'ai vu ma tante Solange, celle qui m'avait traité d'hystérique, mettre la main devant sa bouche, ses yeux ronds d'horreur. Elle réalisait qu'on lui avait menti. Ils m'ont drogué, j'ai répété, laissant le mot s'installer, pour que je ne me réveille pas. Et ensuite, ils ont pris la tondeuse de mon père. Et ils m'ont rasé. Ils m'ont rasé comme un animal. Pour s'assurer que je ne sois pas plus jolie que la mariée. Pour s'assurer que, comme l'a dit mon père ce matin, on ait enfin pitié de moi. Le silence n'était plus un silence. C'était un vide, lourd de consternation. Menteuse, a crié Martine, sa voix aiguë perçant l'air. Tu mens. C'est elle qui l'a fait. Elle est folle. Elle est jalouse. Elle l'a toujours été. Folle, j'ai dit. Peut-être. Vous avez tout fait pour me rendre folle. Mais j'ai des preuves. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur « Play ». Et j'ai tenu le téléphone contre le micro. La voix de ma mère, claire et froide, a rempli le jardin. Elle est insupportable avec ce discours. Elle pense vraiment qu'elle va éclipser Clarisse. Il faut qu'on répare ça. Puis, le rire sec de mon père, on va la raser pendant qu'elle dort. Les filles comme elles ont besoin qu'on leur rappelle leur place. Le son s'est arrêté. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. J'ai vu l'oncle de Romain, un homme d'affaires puissant, se lever et poser sa serviette sur la table, l'air dégoûté. J'ai vu la mère de Romain s'approcher de Clarisse et lui dire quelque chose à l'oreille qui a fait pâlir ma sœur. J'ai vu des invités sortir leur téléphone, non pas pour filmer, mais pour appeler des taxis. Le visage de Didier était d'un violet apoplectique. Martine tremblait, son masque de perfection s'était brisé, révélant la sorcière en dessous. Clarisse pleurait, mais pas de remords. De rage. Tu as tout gâché. Mon mariage. Tu as tout gâché. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Vous m'avez appris la honte toute ma vie. Aujourd'hui, je vous apprends les conséquences. J'ai posé le micro. 2 agents de sécurité du château, appelés par Didier, se dirigeaient vers moi. C'est bon, je pars, j'ai dit. Yasmine m'a rejointe, son téléphone toujours levé, filmant la déroute. Alors que nous passions la porte, j'ai entendu les premières vraies insultes fusées, non pas contre moi, mais contre mes parents, de la part de la famille de Romain. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai regardé le château s'éloigner dans le rétroviseur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien ressenti. J'étais vide. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Nous étions à mi-chemin d'Angers quand mon téléphone a commencé à exploser. Yasmine, elle, n'avait pas posté sa vidéo. Elle était trop intelligente pour ça. C'était ma « police d'assurance », disait-elle. Non, le chaos venait d'ailleurs. Un cousin de Romain, le marié, un jeune homme qui travaillait dans les médias à Paris, avait filmé la scène. Pas seulement mon discours, mais aussi la réaction horrifiée des invités et la fureur de Clarisse. Il l'avait posté sur TikTok. Quand nous sommes arrivés à mon petit appartement à Angers, la vidéo avait déjà 100 000 vues. 1 heure plus tard, elle était à 1 million. Elle avait été reprise sur Twitter, Instagram, et commençait à être partagée sur Facebook, la plateforme préférée de la génération de mes parents. Le titre était partout, une femme rasée par ses parents dénonce tout au mariage de sa sœur, scandale à Saumur. Mon téléphone était inutilisable. Des appels de numéros inconnus, des milliers de messages. J'ai dû le mettre en mode avion. La première semaine a été un tourbillon. La vidéo a fait les gros titres. Ouest France a publié un article prudent, parlant d'un incident familial lors d'un mariage de la haute société nantaise. Le Courrier de l'Ouest a été plus direct.
BFM TV a fait un sujet sur le drame familial qui choque la France. J'ai reçu des demandes d'interview, des offres d'argent pour mon histoire. J'ai tout refusé. Je suis restée cloîtrée chez moi, Yasmine me servant de garde du corps et de filtre. Et puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un email différent. Il ne venait pas d'un tabloïd. Il venait de la rédactrice en chef de Femme Actuelle, un magazine que ma mère lisait religieusement. Elle ne voulait pas une interview sordide. Elle voulait mon histoire. Elle m'a offert un contrôle éditorial complet et une séance photo. Yasmine m'a dit, c'est l'occasion. Pas de te venger. Mais de contrôler le récit. D'empêcher tante Solange et les autres de dire que tu es folle. J'ai accepté. La séance photo a été l'une des expériences les plus étranges de ma vie. J'étais toujours chauve, bien sûr. Ils ne m'ont pas mis de perruque. Ils ont célébré mon crâne rasé. Ils m'ont maquillée, habillée de vêtements de créateur. J'étais la même femme que dans le miroir de ma chambre d'enfant, mais maintenant, le monde me regardait différemment. Le titre de l'article, La sœur sacrifiée, j'ai été tondue par jalousie, mais j'ai trouvé ma voie. Dans l'article, je n'ai pas insulté mes parents. J'ai parlé calmement de ce qu'est le syndrome de l'enfant préféré, de l'abus narcissique, de la violence familiale cachée. J'ai parlé de la pression d'être parfaite. J'ai parlé pour toutes les Adelines du monde. L'article a eu un effet de bombe, bien plus que la vidéo. Il était réfléchi. Il était digne. Et puis, le contre-coup. 6 mois ont passé. L'article avait fait son effet. La réputation de ma famille à Nantes était en lambeaux. Leurs amis, de la haute société, les évitaient. La galerie de Clarisse a perdu tous ses financements. Elle a dû fermer. Et Romain, le marié? Il a demandé le divorce 6 semaines après le mariage. J'ai appris pourquoi plus tard. Ce n'était pas seulement à cause de la vidéo. Il avait découvert que Clarisse, sous un faux compte Instagram, passait ses journées à m'envoyer des menaces de mort et à poster des commentaires haineux sur les articles parlant de moi. Il a réalisé que la princesse qu'il avait épousée était aussi pourrie de l'intérieur que le reste de la famille. Je n'ai pas ressenti de joie. Seulement un sentiment de justice inévitable. La chute avait été aussi spectaculaire que leur arrogance. Je n'avais plus de famille, mais je commençais à entrevoir ce que pourrait être une vie. La vie est devenue étrange après ça. L'article dans Femme Actuelle m'avait donné une voix, mais je ne savais pas quoi en faire. Je suis retournée à mon travail de nuit à la pharmacie d'Angers. L'anonymat relatif de mon travail était un soulagement. Les clients me reconnaissaient parfois. C'est vous, la fille du mariage? Certains me soutenaient. D'autres me regardaient avec pitié, la pitié même que mon père avait voulu m'infliger. J'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser cette histoire me définir comme une victime éternelle. J'ai réalisé que mon histoire n'était pas unique. Les messages que je recevais le prouvaient. J'ai donc commencé un blog. Un petit site, sans prétention, que j'ai appelé « La tête haute ». J'y écrivais. J'écrivais sur ce que c'était que de se reconstruire. De trouver sa valeur en dehors du regard de sa famille. J'ai parlé de la santé mentale, de la pression financière que subissent les enfants, non préférés, de la culpabilité. J'ai parlé de la différence entre la famille que l'on subit et la famille que l'on choisit, comme Yasmine. Le blog a décollé. Lentement, puis rapidement. Des milliers de personnes m'ont écrit, partageant leurs propres histoires de drame familial, de relations toxiques avec des parents narcissiques. J'étais devenue, malgré moi, un symbole de résilience. Environ 1 an après le mariage, alors que mon histoire commençait à se tasser, j'ai reçu un email. Il venait d'une femme nommée Béatrice Laurent. Béatrice Laurent était une légende discrète à Angers. C'était une femme plus âgée, élégante, qui avait fait fortune dans l'industrie pharmaceutique, ironiquement, et avait ensuite tout quitté pour créer une fondation. Une fondation dédiée à l'aide aux victimes d'abus psychologiques et de manipulation narcissique. Elle m'invitait à prendre un café. J'y suis allée, intimidée. Elle m'a reçue dans son bureau qui donnait sur la Maine. Elle ne ressemblait pas à une femme d'affaires. Elle ressemblait à une reine. Elle m'a écoutée. Elle n'a pas parlé de la vidéo, ni de l'article. Elle m'a parlé de mon blog.
Vous avez une voix, Adeline, m'a-t-elle dit. Une voix qui ne crie pas, mais qui résonne. Les gens vous écoutent parce que vous ne cherchez pas la vengeance, vous cherchez la guérison. Elle ne m'a pas offert un travail. Elle m'a offert une mission. Elle m'a demandé de devenir la porte-parole de sa fondation. J'ai quitté mon emploi à la pharmacie. Notre première campagne ensemble a fait la une des journaux, mais cette fois, c'était intentionnel. Nous l'avons appelé « Vous ne pouvez pas raser le pouvoir ». Nous avons recueilli des centaines de milliers d'euros. Nous avons ouvert des lignes d'écoute. J'ai pris la parole lors de conférences, non pas comme Adeline la victime, mais comme Adeline la directrice de campagne. J'ai transformé ma douleur en but. Mes cheveux avaient commencé à repousser. Ils n'étaient plus longs. Je les gardais courts, une coupe pixie, bouclée, indisciplinée. Ce n'était plus l'armure de mon passé, c'était le symbole de mon choix. J'ai appris que Didier et Martine avaient vendu la maison de Nantes. Ils avaient déménagé dans le sud, soi-disant pour prendre leur retraite, mais tout le monde savait qu'ils fuyaient. Clarisse, aux dernières nouvelles, vivait avec eux, sans emploi et divorcée, amère et seule. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Que leur disparition de ma vie était la conclusion. Mais il restait un chapitre. 1 an et demi après le mariage, Béatrice m'a convoqué dans son bureau. Adeline, la fondation grandit. Nous avons besoin d'une nouvelle antenne. Une antenne dans une ville qui en a besoin. J'ai pensé à Nantes. J'ai retenu mon souffle. Et j'ai pensé, continua-t-elle avec un petit sourire, que vous seriez la personne idéale pour la diriger. 2 ans. 2 ans s'étaient écoulés depuis le mariage. Me voilà, de retour à Nantes. Pas en tant que fille cachée, pas en tant que pharmacienne de nuit. Pas en tant que victime. Mais en tant que directrice de l'antenne nantaise de la Fondation Laurent. Nous avons trouvé des bureaux magnifiques, en plein centre-ville, avec de grandes fenêtres lumineuses donnant sur la place Grasselin. Sur la vitre principale, en lettres d'argent discrètes, il y avait notre slogan, « Le pouvoir ne peut pas être coupé ». Mes cheveux étaient maintenant coupés en une coiffure pixie courte et élégante. Je portais un tailleur pantalon bleu marine, le même bleu que la robe que j'avais portée au château. C'était un clin d'œil que je me faisais à moi-même. Le jour de l'inauguration, il y avait du monde. Des journalistes locaux, des militants associatifs, des donateurs, et même Yasmine, qui avait pris un jour de congé pour être là. J'étais en train de parler à un journaliste de Ouest France, expliquant nos programmes d'aide, quand la porte s'est ouverte. Le brouhaha s'est atténué. Je me suis retournée. Ils étaient là. Didier et Martine. Je ne les avais pas vus depuis le château. Ils n'étaient pas invités. Ils avaient vieilli. Le poids de la honte publique, ou peut-être juste la perte de leur pouvoir, les avait courbés. Didier avait l'air plus petit. Martine portait des lunettes de soleil à l'intérieur, ce qui était ridicule. Ils se sont approchés de moi, comme des fantômes. Adeline a commencé Martine, sa voix tremblante. Elle a enlevé ses lunettes. Ses yeux étaient fuyants. Nous sommes si fiers de toi. Tout ce que tu as accompli. Fiers. Le mot sonnait faux, obscène, dans sa bouche. Ils étaient fiers de la célébrité, pas de la personne. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de haine. Je n'ai rien ressenti du tout. C'était le vide. Ils étaient devenus des étrangers. J'ai esquissé un sourire poli, professionnel. Le sourire que je réservais aux donateurs difficiles. Merci d'être venu, ai-je dit, ma voix claire et posée. L'urne pour les dons est juste à l'entrée. La fondation accepte les chèques et les virements. Martine a cligné des yeux, décontenancée. Non, nous voulions juste te voir. Te dire. C'est gentil, je l'ai coupé, regardant par-dessus son épaule une vraie donatrice qui attendait. Mais comme vous pouvez le voir, je suis assez occupée. J'ai des donateurs, des gens que je respecte vraiment, qui attendent de me parler. Didier a tenté une dernière fois. Adeline, la famille, c'est... La famille? J'ai ri, un petit rire sec qui les a fait sursauter. Vous devriez partir. Vous n'êtes pas à votre place ici. Ils sont restés là une seconde, perdus, dans un monde qui ne tournait plus autour d'eux,
avant de se retourner et de se diriger vers la sortie. Alors qu'ils passaient la porte, je les ai interpellés. Au fait. Ils se sont retournés, un reste d'espoir stupide dans leurs yeux. La prochaine fois que vous essayez de raser une fille pour en élever une autre, ai-je dit, ma voix portant dans le silence, souvenez-vous d'une chose. Les tondeuses s'émoussent. Mais certaines filles, elles, s'aiguisent. Ils sont partis. Je ne les ai jamais revus. J'ai appris ce jour-là qu'ils n'avaient jamais eu le pouvoir de définir ma beauté. Ils n'avaient jamais eu le pouvoir de définir ma valeur. La seule personne qui avait ce pouvoir, c'était moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Veuillez vous abonner à notre chaîne et nous dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre soutien compte énormément. Et j'aimerais vraiment savoir, avez-vous déjà dû vous battre pour récupérer votre propre valeur face à des gens qui étaient censés vous aimer? Partagez vos expériences ci-dessous. Nous ne sommes pas seuls.